OK. Donc, je vais maintenant pouvoir effacer ça parce que le G va être contenu là-dedans. Donc attention, j'ai réorienté mes droites. Mes xi, ils ont tendance à être maintenant positifs. Là, hein. Ils s'éloignent de 0. Donc le du sur dxi, c'est le moins d'avant. Mais enfin bon, il y a aussi un moins qui flotte, mais ce n'est pas très gênant. Donc la question, c'est il nous faut trouver un V qui va résoudre f bar éventuellement de y et de a, et de d de v, pardonnez-moi, égale 0, donc pas égal à une constante, égale 0 dans sigma 1, sachant que, et je vais faire un dessin plutôt que d'essayer d'écrire, quand je pars dans la branche en i dans la direction xi, eh bien ce que je veux, c'est donc en mettant ici xi et puis y pour direction transverse. Donc c'est dire que v de xi et de y divisé par xi tend vers pi, qui est ici moins du sur dxi si xi est positif, et du sur dxi si xi est négatif en 0. Le u étant u bar. Tend vers pi quand xi tend vers plus infini. Et que l'existence d'un objet comme ceci, qui est bien sûr est défini à une constante près, comme tous les problèmes de cellules, comme toutes les questions de correcteurs. L'existence, l'unicité, d'ailleurs on s'en moque un peu, mais en fait les bonnes conditions d'existence donneront l'unicité. C'est une condition de compatibilité entre les pays. Pardon? Si, j'y viens. La condition aux limites, eh bien, on a tout fait ce qu'il fallait. On a fait les changements d'échelle qu'il faut. Donc, comme c'est des homothéties et que c'est un normal unitaire, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, là, j'ai dv sur dn est égal à 0 sur le bord de sigma 1. Bien. Donc, le G, je mets un point d'interrogation, le G de P1, Pk égale à 0, ça doit être la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait un tel V. Hein, intuitivement, c'est comme ça que ça doit sortir. Donc je ne sais pas vous donner une formule pour le G. Je dis simplement, si on résout cette équation-là, on aura le G. C'est exactement comme le problème de cellule. Après, on peut regarder des cas particuliers et trouver des formules. Enfin, dans des cas ultra particuliers. Bon, ça, il va falloir encore le retravailler, l'affiner, etc. Mais ça prend tournure. Il y a donc quelque chose que je n'ai pas du tout expliqué. C'est l'histoire du... c'est quoi le FI? Donc, je prends un xi strictement positif, c'est-à-dire que j'élimine un petit voisinage de 0. Donc, ça veut dire que le xi sur epsilon, il est loin là-dedans. Donc ça, c'est loin dans cette direction. Donc, la dépendance en x sur epsilon, hein, quand je vous en ai parlé, c'était toujours une transition et qu'on avait, loin de 0, on a une équation qui est fondamentalement FI, ici, de xi, et de d de u sur dxi carré.
et il me manque plus U bar. Et je veux que ceci, ce soit le plus proche possible de l'équation en x sur epsilon. L'équation en u epsilon. Bon, qu'est-ce qui se passe si j'injecte U bar dans l'équation en epsilon pour U epsilon? D'abord, la condition limite est bonne puisque ça ne dépend que de xi. Donc dans les directions orthogonales, ça vaut 0. On est dans les parties plates. On est dans l'une quelconque des parties plates. Hein. Bon, ben vous voyez que le FI, pour comprendre ce que c'est la variable z, si j'ai pris quelque chose qui ne dépend que de xi, ça veut dire que par rapport à mon fi de départ, qui est mon fi epsilon, qu'est-ce que j'appelle fi? C'est que quand j'ai une dépendance en x sur epsilon, je suppose que dès qu'on est un peu loin dans la branche, le f de x sur epsilon, ça devient un f qui ne dépend plus de la variable et qui oui, qui ne dépend plus de la variable et qui donc et c'est ça que j'appelle fi epsilon. Et ben là, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement z suivant la matrice tensorielle, xi, tenseur xi, parce qu'il n'y a que des dérivées secondes, les seules dérivées secondes sont les dérivées pures dans cette direction-là. Donc, le fi qui sort, et j'ai à ce moment-là, loin de 0, exactement une solution du problème, parce qu'elle vérifie Neumann, elle vérifie exactement l'équation. Elle vérifie exactement l'équation parce que j'ai restreinte comme ceci. Donc attention, il y a une dépendance en x et x sur epsilon. La dépendance en x, ben, c'est la même. Et donc la seule erreur que je pourrais commettre, c'est que ici, j'ai une dépendance par rapport à la variable transverse en x. Autrement, j'ai une solution exacte. Donc la seule erreur, c'est par rapport à xi, c'est si j'ai un f de xi et puis de yi, où yi, c'est justement, donc là, c'est avec ce chemin-là, là j'ai xi et puis là j'ai yi. Et j'ai mon bout ici. Mais yi, il varie, et que donc là, le fi de xi, c'est clairement, ou un fi, c'est pour y égale à 0. Donc l'équation que je récupère en d'autres termes, fi de xi, je vais essayer de l'écrire proprement, et de z, c'est quoi? Eh bien, c'est le fi epsilon en xi, et le point c'est vraiment xi, c'est-à-dire que j'ai mis y à 0, et ici, c'est z fois xi tenseur xi. Donc c'est l'équation de départ dans ce bras-là, restreinte purement à la direction xi. C'est cette restriction. Et donc les seules erreurs que je peux commettre, c'est le fait que quand je regarde l'équation dans ce volume, j'ai xi, mais j'ai aussi une partie orthogonale qui est en y. Mais cette partie, elle est d'ordre epsilon. Donc les fi, je vais supposer lipschitzien. Donc l'erreur que je commets, c'est le passage de fi de xi, yi à fi de xi est de 0. Et donc ça, c'est un grand taux de epsilon. Et ça, c'est nettement suffisant. Bon, désolé, les notations sont un peu lourdes. J'essaie de les minimiser le plus possible. Mais la morale, c'est, même si on a fait une transition en epsilon de 3 équations différentes,
Le U bar, quand je le balance dans ces trois branches en éliminant un voisinage de 0, ce U bar satisfait exactement les trois équations. Si je choisis comme ceci, l'opérateur sur chacune des branches, je le restreins je le regarde sur la médiatrice du truc. Le xi, la dépense en x, c'est l'abscisse le long de la médiatrice, et les dérivées secondes, c'est la matrice tenseur. Donc, si vous pensiez que xi c'est x, ça veut dire quoi? C'est que je garde le premier coefficient 1,1 de la matrice et tous les autres, je les mets à 0. C'est ça que ça veut dire. Que je garde la première coordonnée, la deuxième coordonnée, je la mets à 0. Bien, ça fait une solution exacte du problème approché, modulo la variation transverse qui est de toute façon très faible, puisque y, il ne peut être écarté de 0 que d'ordre epsilon. Donc, si j'ai un V et que j'ai un U bar associé à ce V, parce que vous voyez qu'il y a un couplage, je dois avoir un U bar, il y a des dérivées en 0, ces dérivées en 0 doivent être telles que ce V existe. Donc, si pour les dérivées de U bar, je sais trouver un V égal à 0, alors c'est la limite du problème. Donc, tout se ramène, oubliez tout ce fatras de notation, si on comprend cette question-là, c'est-à-dire d'où sort une condition sur P1, Pk pour qu'il existe un tel V, a priori, on aura démontré un théorème de convergence très général sur de telles approximations, y compris avec des interfaces et tout ce que vous voulez. Bien. Donc là, ce sont des éléments de démonstration pour bien comprendre. Donc je vais donner... Bon, ça va, il me reste une demi-heure, donc j'ai de quoi faire quelques bouts de démonstration. Le pire là-dedans, c'est les histoires de notation. Donc, théorème 1. Il existe V unique à une constante près. Solution 2, et je vais récapituler. Bon, récapituler, non, c'est là. Hein. Le cadre est là, je ne vais pas le réécrire. Solution 2, le cadre. Bien. Si et seulement si. C, et là je vais mettre une constante, parce que ça va commencer à rappeler des problèmes d'homogénéisation d'hamiltonien effectif ou de conditions limites effectives. Si et seulement si C de P1, Pk est égal à 0, de plus C est croissante en PI, et on peut aussi démontrer que dC sur dPi est majoré par mu, minoré par nu, strictement positif. Donc, c'est un peu mal formulé. Je devrais dire, il existe une fonction C qui vérifie ces conditions de croissance telles que l'existence d'un V est équivalente à l'annulation de C. Là, le C, il est dans le théorème, on ne sait pas d'où il sort. Donc, en fait, le théorème, c'est de dire qu'il y a un C qui caractérise l'existence des solutions. Donc, le C, c'est le G, c'est la condition limite. Notez, il n'y a pas de U. Hein, j'ai écrit des choses avec un U dans les résultats d'unicité. On se sent bien que si on regardait du U, c'est d'autres approximations. Bon, ça, je mets ça sous le tapis.
Théorème 2. U epsilon tend vers U bar, solution du problème de jonction. Donc, pour les bons Fi et pour G égale à C. Le deuxième théorème, on l'a en fait démontré. Enfin démontré. On a expliqué pourquoi c'était vrai. Bon, si on sait qu'il y a le V, on injecte, on sait faire la construction. On injecte on a un C, on construit le U bar, on a un V, et on a une solution approchée U bar plus epsilon V. De X sur epsilon, et c'est fini. Bon, il y a des petites erreurs supplémentaires de raccordement, etc. Mais certaines de ces erreurs vont se simplifier vu la démonstration que je vais faire de l'existence du V. Donc on n'aura même pas à retronquer le V parce qu'à un niveau epsilon, si ça c'est d'ordre delta, ça devient delta sur epsilon, c'est très loin mais ce n'est pas infini. Donc il y aura une troncature. Mais en fait, le V, je vais le construire justement par une troncature. Donc non seulement le théorème donne le C, mais la démonstration de la convergence est en outre simplifiée par la démonstration du théorème. OK, donc je vais maintenant virer les X, mais je voudrais quand même observer que le F bar, dans tous les cas que l'on a regardés là, dans ce processus limite, le F bar, il a quand même, et ça c'est extrêmement important, le F bar a des propriétés, bien entendu c'est uniformément elliptique, mais il est positivement homogène de degré 1, ce n'est pas très important, il se trouve qu'il l'est. Parce que c'est cette limite. Donc ça, je le mets entre guillemets, parce que ça, c'est pas très grave. Qu'il est uniformément elliptique, toujours avec le nu et le mu, je ne réécris pas les dérivés, donc toujours le couple nu-mu. Ça, c'est vrai. Et il est nul, ça, c'est aussi très important, en A égale à 0. Si vous prenez A égale à 0, epsilon fois F bar, ça tend vers 0. Ça, c'est aussi très important. Bien. Donc, théorème 2, OK. Le problème, ça va être de sortir cette condition en limite, ce C-là, ce G, peu importe comment vous l'appelez, en construisant un V. Alors, pas totalement inutile de regarder donc peut-être quelques exemples pour se faire la main. Donc le premier exemple, c'est de prendre une jonction en dimension 2, je la mets à plat. Est-ce que c'est grave qu'elle soit à plat ou pas? Ben ça, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, si on la met à plat, et j'ai un F bar de Y qui est d'ailleurs maintenant et que je vais appeler XY. On va dire que c'est en dimension 2. X, c'est la direction de la bande, Y, la direction verticale, direction horizontale verticale. Je vais supposer, pour simplifier à cet exemple, que ça ne dépend donc que de X. F bar de X, et ici, que vais-je avoir? Bien, je vais avoir la dérivée seconde de V égale à 0. Qu'est-ce que je suis en train de demander? Je suis en train de demander que V de X et de Y divisé par X, quand X tend vers plus l'infini, converge vers, pardonnez-moi, mais je vais écrire ça moins P+. Bon. Bon, non, c'est idiot. Je vais mettre P+, ici. Tandis que je vais demander que V de XY sur X tende, quand X tend vers moins l'infini, vers moins P-.
Je l'appelle moins P-. Bon. C'est à cause du x et du moins x. Bon. Je suis dans la direction moins x. Donc c'est vraiment V de xy divisé par moins x qui tend vers P-. Bon. J'ai une dépendance en x, j'ai un f bar, condition sur P plus et P-. Donc f bar, c'est une fonction qui est l'uniforme à multiplicité, c'est en dimension 1, elle est strictement décroissante. Elle s'annule en 0. Donc, dire que f bar vaut 0, ouais, pardonnez-moi. Et j'ai Neumann sur le bord. Bien, je peux chercher, comme je n'ai pas mis de dépendance en y, une solution qui ne dépend que de x. Okay, si je cherche une solution qui ne dépend que de x, j'ai donc un f bar de x de vxx 0, 0, qui est égal à 0. Vous pourrez me dire, peut-être il y en a d'autres de solutions qui dépendent de y. La réponse est non, mais c'est pas le point important. Je cherche des solutions qui ne dépendent que de x. Maintenant, par rapport à Vxx, c'est une fonction qui est strictement décroissante, qui vaut 0 si Vxx vaut 0. Et strictement décroissante, ça veut dire qu'il y a unicité du 0, et donc ça c'est équivalent à dire que Vxx est égal à 0. Vxx est égal à 0, ça veut dire que Vx égale constante. Vx égale constante, ça veut dire que moins P- est égal à P+, c'est-à-dire équivalent à P+, égale, plus P- est égal à 0, c'est-à-dire la condition de Kirchhoff. OK? Bien. OK, là, rien de plus à dire. Si on prend maintenant une... donc ça, c'est exemple 1. L'exemple 2... Attention. Ouais, bon, c'est théorème d'existence. On avait déjà expliqué par des conditions de flux pour le Laplacien. Donc ça, c'est un premier exemple. On avait expliqué pour le Laplacien comment, si on a une K-jonction, on a automatiquement Kirchhoff. Et ça, c'est... pourquoi c'est vrai? Vous faites l'intégrale du Laplacien V. Donc d'ailleurs, à ce moment-là, je vais commencer à introduire la notation dont j'aurai besoin. Donc ça, c'est mon sigma 1. Quand je coupe à une abscisse R en xi, ça, je l'appellerai sigma R, c'est le fait d'avoir tronqué. Et puis, le bord de sigma IR, c'est clair. Cette section qui est là, je vais l'appeler gamma IR. Je vais avoir besoin de toutes ces quantités-là dans un instant. Donc, si je Laplacien, si je regarde le flux sur sigma R de moins Laplacien V qui vaut 0, comme j'ai Neumann, je ne vois que les sections, c'est-à-dire moins intégrale, moins la somme de I égale 1 à K de l'intégrale sur la section, qui est donc ce que j'ai noté gamma IR, de dV sur dxi. D'accord? Bon, je n'ai parlé que de V de xi sur xi, mais on peut
facilement comprendre, où on épaissit tout simplement cette intégrale. On peut facilement comprendre que ceci, ça se comporte comme pays, fois la section, le volume de la section. Donc là, si j'ai pris des boules de volume 1, c'est tout égal à 1. Et donc, vous voyez assez naturellement ce qu'on avait déjà dit, on l'avait mentionné la semaine dernière, que somme des pays est égale à 0. Si, par exemple, ceci vaut 1. Donc, toujours Kirchhoff. Donc, je vais prendre un autre exemple linéaire. Je vais me placer en dimension 2, donc d égale à 2. Et je vais regarder moins uxx moins lambda uyy, et bien entendu, lambda différent de 1. Toute petite variation. Si ma jonction, c'est-à-dire que ça sera k égale à 2, est comme ceci, j'ai Kirchhoff, puisque c'est un cas très particulier de ce que je vous ai raconté là-bas. En revanche, si je crée ce tube, okay, donc là, qu'est-ce que je récupère? Vous faites exactement le même genre d'argument qui est ici, et ce que vous récupérez, c'est Px plus lambda Py égale à 0, tandis que ici, vous avez Px plus Py est égal à 0. Parce que simplement, lorsque vous intégrez ici, vous avez le flux qui est multiplié par lambda. OK? Donc, vous pouvez, exercice, trouver maintenant, si vous prenez un angle quelconque, quelle est la condition limite qui sort. Vous voyez bien que ça va varier continuellement entre 1 et lambda. Je ne vous donne pas la formule, je ne la connais pas, je n'ai pas envie de faire le calcul. Bon. Donc, quand je dis je vous donne un exercice, c'est typiquement des situations où on se dit, il y a quelqu'un d'autre qui va faire le calcul. Bien. Donc, ça, c'est la meilleure preuve que toute la géométrie, les angles comptent. Bon. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, et que donc... alors évidemment, tout est linéaire, donc ça reste linéaire, mais dès que ça sera non linéaire, tout sera non linéaire. Et bien entendu, ça continuera à dépendre des angles. Donc, des calculs, on peut certainement faire des calculs asymptotiques, trouver des expressions. Enfin, c'est comme en homogénéisation, quand vous prenez les coefficients effectifs dans un problème d'homogénéisation, en général, on ne sait pas les trouver, sauf cas très très particuliers, explicitement. Ça nécessite un calcul. Donc moi, ce que je prétends, c'est que dans ces problèmes de jonction, de manière extrêmement générique, les bonnes conditions à limite, elles devraient être, en regardant bien la modélisation des problèmes de départ, déterminées par un calcul numérique qui fait apparaître ces problèmes de cellules. Et non pas en disant j'ai un G et donc j'ai un beau théorème. Ça c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Bon. Et ça, c'est le cas simple de uniformément elliptique. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Comme j'ai quand même prévu de faire autre chose dans le dernier cours, j'aimerais tenter d'expliquer quelques ingrédients essentiels de la démonstration de l'existence. D'où ça sort ce C? Quelle stratégie? Une des principales difficultés, c'est de dire quel angle d'attaque sur un problème. Après, quand on a un angle d'attaque... on baisse la tête et on y passe du temps et ça finit parfois par marcher. Alors, la stratégie de démonstration, justement, va consister à travailler par des troncatures. Et si on croit le résultat, on se dit que le C étant strictement croissant avec des dérivés minorés, majorés, etc., la relation et le C, il n'a rien de magique. Si G marche, 18G marche pareil. Okay? Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on fixe
P1, donc stratégie, PK-1, et la question c'est, peut-on trouver un unique PK pour lequel il y a une solution? Bon, après, il faudra vérifier qu'il y a les bonnes conditions de croissance, mais ça, c'est des principes du maximum, des comparaisons, etc. Donc, c'est de se dire, je fixe K-1, flux, si vous voulez. Pour un problème non linéaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Asymptotique. Est-ce que je peux déterminer le dernier? Donc, trouver un PK tel que. Alors, si maintenant j'approche ce problème-là, f de D2 VR égale, on verra quoi, dans sigma R, f bar. J'ai laissé tomber la dépense en Y, vous la rajoutez ou pas, ça ne change absolument rien. dVR sur dN égale à 0 sur d sigma R intersecté sigma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les trucs jaunes. Non, ça ne marche pas, ça. Intersecté d sigma. C'est-à-dire tout le bord sauf les trucs jaunes. Et sur gamma IR, ben, j'ai envie de mettre dVR sur dN égale PI. Et en fait, là, j'aimerais trouver un PK. Idéalement, j'aimerais trouver un PK qui va donc dépendre de R, tel que j'ai une solution avec égal à 0. Bon. Mais si je fixe même le PK, en fait, un problème qui est un problème ergodique plutôt avec des histoires de réflexion au bord et de temps local sur les bords, mais peu importe. Mais c'est un problème ergodique qui est géré exactement comme tous ces problèmes ergodiques. Eh bien, j'ai ici un unique C qui dépend de P1, PK, qui dépend de R, tel que f de D2V, tel que je puisse avoir une solution pour chacun P1 de ces P1, PK. Donc, ça, c'est un problème ergodique. Donc, il faut le résoudre, mais ça ne pose pas de problème. Et en plus, le CR, tel que j'ai écrit les choses, il est... donc, je vais mettre plus CR égale à 0. Et là, le CR, parce qu'on a un principe du maximum, c'est-à-dire que les solutions d'un problème comme ceci par rapport à la valeur des conditions de ces conditions de Neumann, eh bien, la solution d'une équation elliptique par rapport à la donnée au bord condition Neumann, quand la condition Neumann est extérieure, c'est croissant par rapport à cette condition. Donc, comment on démontre qu'on a un objet comme ceci? Eh bien, on introduit un delta, on remplace ceci par delta VR delta, et puis on montre que VR delta moins une constante tend vers l'objet qui est là, et que le delta VR delta converge vers CR. C'est un problème ergodique. C'est un problème de cellule, si vous voulez, dans un compact. Donc c'est pour ça que celui-là, il est facile à résoudre. Donc étape 1, c'est l'approximation. On démontre qu'il existe un unique CR de P1, PK, tel qu'il existe un unique VR à une constante près. Donc ça, c'est vraiment un problème de la cellule qui est plus posé par rapport à des paramètres sur le bord, mais c'est plutôt que d'avoir un second membre. Bien. Et de plus, on sait que CR a des propriétés de croissance stricte par rapport, par exemple, à PK. En P1, PK. C'est ce que je disais, comme on approche par un problème avec un delta ici, la solution est croissante par rapport au P, donc la limite de delta V delta est croissante par rapport au P. En plus, on s'est démontré des estimations. Et le fait que ce soit strictement croissant, ça reflète toujours le principe du maximum fort, le caractère uniformément elliptique. Il ne peut jamais y avoir d'égalité. Après, on obtient des minorations. Donc, strictement croissant.
Donc cela veut dire qu'il existe un unique PKR lorsque j'ai fixé P1, Pk-1, il existe un unique PKR tel que CR soit égal à 0. Parce que j'ai une fonction strictement croissante, mais j'ai aussi une fonction strictement croissante dont les dérivées partielles sont comprises entre nu et moins mu. Donc c'est vraiment surjectif par rapport à toutes les variables. Alors, on se dirait, ouais, mais peut-être, on n'a peut-être pas besoin de s'embêter à vouloir le mettre à C égale 0. Peut-être qu'il y a un théorème plus général. C'est-à-dire que si je mets dans sigma, je dis peut-être que ce problème-là, si je prends P1, Pk, il y a peut-être, je peux le résoudre avec égale constante qui dépend de P1, Pk. Et puis, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la constante nulle. Il y a un petit souci. Ça, on ne peut pas le faire. Parce que c'est vraiment un problème qui n'est plus compact. Et on ne peut plus le faire parce que, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, là, qui était sous ce que je viens d'effacer intelligemment. Donc, qui était... au fond, de dire, si je prends moins f bar, on s'était ramené à Vxx, j'enlève la dépendance en x. Je rends le problème encore plus simple. Il n'y avait pas de moins. Et donc là, maintenant, j'ai un R et j'écris CR. Bon. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que Vx en plus R vaut P+, et que Vx en moins R vaut moins P-. Bon. Ce n'est pas trop compliqué à résoudre ça explicitement, parce que ça vous dit qu'en fait, Vrxx, il est constant. Donc, C plus CR, c'est F bar moins 1 de CR. Bon, c'est par rapport à cette variable, c'est un peu... La notation n'est pas très rigoureuse, mais peu importe, pensez que c'est l'identité, que c'est le Laplacien, auquel cas c'est exactement CR. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une fonction quadratique. Et donc que Vx et que la condition de compatibilité, c'est quoi? C'est que pour aller de moins R à plus R, la différence des Vx, c'est P+, plus P-. OK, et c'est donc l'intégrale de Vxx de moins R à plus R, c'est-à-dire CR fois 2R. Quelques erreurs de calcul près. OK, donc la constante CR, c'est P+, plus P- sur 2R. Bon, pour un problème aussi trivial, parce que c'est la dimension 1, une jonction, c'est déjà la condition de Kirchhoff pour dire CR est égal à 0. Effectivement, j'ai un CR, mais juste un petit trouble, c'est que quand R tend vers l'infini, quel que soit P+, et P-, CR est vers 0. Ils s'étouffent tous. Donc un autre C ici, ce n'est pas la peine, ça n'existe pas. Le seul C pour lequel on puisse résoudre, c'est C égale à 0. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour tout P+, et P-, je peux trop résoudre avec P égale à 0? Non, parce qu'on perd les conditions en limite, sauf pour le bon P+, et P-. D'accord? Donc là, vous pouvez faire le calcul explicitement. Je vous laisse faire le calcul. Mais de mémoire, je pense que le VR de x, et je ne suis plus tout à fait sûr des signes, je crois que le VR de x, qui devait tendre vers, qui aurait dû tendre, si P+, plus P- est égal à 0, il tend normalement vers P+, ou P+, moins P- sur 2. Eh bien, il tend vers P+, moins P- sur 2x. On fait le calcul et on trouve ça. Ça se résout explicitement. Donc, il va tendre vers le bon truc,
qui va avoir... parce que la condition de Kerckhoff, ça veut dire que la solution est linéaire. Donc, il tend vers une solution qui vérifie Kerckhoff, mais qui n'a pas les bonnes pentes à l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on approche, les choses convergent, mais peuvent converger vers... mais peuvent perdre les conditions, les conditions à l'infini. Donc, il va falloir faire très attention à conserver le comportement à l'infini. Et le fait qu'on ait CR égale à 0 ou CR égale un petit chouïa qui dépend de R, ça change tout. Donc on va voir que parce qu'on a CR égale à 0, on peut garder les conditions aux limites, sinon, dès qu'on fait une toute petite modification, on les perd. Donc attention, il va falloir faire attention dans la démonstration. Ouais, là, je suis vraiment à court de temps, donc il faudra que je continue un tout petit peu la semaine prochaine. Mais donc les ingrédients qui vont sortir, ça va être du principe du maximum, bien sûr. C'est en fait assez semblable à des arguments que j'avais fait en cours il y a quelques temps pour construire des correcteurs approchés, des correcteurs sur des équations complètement non linéaires lorsqu'on fait des perturbations localisées. Donc il fallait arriver à maintenir les choses, donc jouer avec les troncatures par rapport à R, et c'est exactement ce genre de démonstration qui va jouer ici. Donc les inégalités de Harnack, et puis une remarque, parce que je n'aime pas du tout rester sur un mystère, je voudrais quand même expliquer ce point-là, c'est d'observer que lorsqu'on est dans une C branche comme ceci, et que je regarde l'inf de V, donc je suppose que j'ai une solution. Je regarde, par exemple, c'est au niveau de VR, ça sera vrai ici. Donc inf sur gamma IX, c'est la section jaune, à un niveau X. Donc ça, c'est une fonction de X. Eh bien, l'inf vérifie si j'ai CR égale à 0, parce que j'ai une équation elliptique, l'inf sur cette section, quand X varie comme ceci, l'inf est une sursolution d'une équation restreinte, j'expliquerai ça la semaine prochaine, donc c'est du style moins u seconde positif ou nul, en d'autres termes, c'est concave. Et c'est exactement concave parce que CR est égal à 0. Et le sup sur gamma X de VR, lui, est convexe. Bon, le but de l'opération, ça sera de démontrer que la dérivée, par exemple, que VR est localement bornée, que la dérivée est bornée, et donc que la dérivée en Y est bornée. Si la dérivée en Y est bornée, ben, l'inf et le sup sur la... Ils sont pratiquement et se comportent de la même manière. Donc ça veut dire que une fonction convexe, une fonction concave, si la différence est bornée, le V de x sur x, il a une limite à l'infini. Parce qu'il est entre deux trucs, un truc convexe, un truc concave. Et on a automatiquement des lim sub, des lim inf, et c'est automatique dès qu'on a un peu de dépendance en Y. Donc on aura une limite. Mais la concavité ou la convexité, en ayant la pente exactement ici, c'est extrêmement rigide. On ne peut plus perdre cette pente-là. Donc faites des schémas, vous voyez, vous ne pouvez pas créer des bosses, c'est fini. Donc, et ça, c'est parce que CR est égal à 0. Ceci n'est plus vrai dès qu'on prend une autre solution où CR est non nul. Donc, et c'est complètement cohérent. C'est totalement cohérent avec l'exemple très très simple des dérivées secondes du Laplacien des fonctions quadratiques en dimension 1. Donc ça, c'est une démonstration qui est un peu non standard. Ce genre de bizarrerie sur des problèmes aux limites, j'ai rarement rencontré ça. Donc c'est ça qui m'a spécialement amusé. Tout ça, c'est un échauffement avant le premier ordre. Parce que quid du premier ordre pour tout ça. Étant entendu que dans le premier ordre, on a en plus la possibilité de mettre d'autres conditions aux limites ici, qui sont des conditions aux limites, qui ont aussi un sens, qui sont les contraintes d'état.
Mais est-ce que des trucs comme ça marche encore ou pas? Pas si bien que ça. Surtout si on assiste à avoir de la non-convexité. Parce qu'on n'a plus Harnack et on perd beaucoup de choses. Donc, on reparlera, et d'ailleurs, je ne dirais pas que tout est compris là-dedans. Dernier cours la semaine prochaine, séminaire de, s'il est bien revenu de Zurich, de Jean-Michel Coron dans pas très longtemps. Merci bien.